Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français, dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlus6, Opti Digital, Smile Wanted et Xander, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: la monétisation média pilotée par la business intelligence. Aujourd'hui, plus que jamais, les éditeurs rencontrent de nombreux enjeux face à la gestion de la donnée. La mise à jour régulière des différentes API, un travail chronophage ou encore une multitude de données à unifier. La data devient un véritable challenge pour les éditeurs qui souhaitent monétiser leur audience de la manière la plus simple et la plus performante possible. En réponse à ce défi, les outils de business intelligence s'imposent et permettent aux éditeurs une vision centralisée de leur monétisation publicitaire cross-content. Afin de mieux comprendre en quoi la business intelligence permet de piloter la monétisation média, nous demanderons à nos invités pourquoi est-ce difficile pour les éditeurs de réunir la data, quels outils peut-on mettre en œuvre pour piloter la donnée, comment utiliser la donnée pour les décisions du quotidien. Pour en discuter, Magali Cantel-Rémé de Opti Digital, Aude Richard de InVibes, Nicolas Valverde de Sled.fr. Bonjour Magali. Bonjour Michel. Bonjour Aude. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. On est réunis ici pour parler de monétisation pilotée par la business intelligence. Alors, ma première question, et Magali, je te demanderai d'y répondre. Quand on parle de business intelligence, BI pour les intimes, il est question d'exploitation de la donnée, de la data. Et ma première question est: pourquoi est-ce si difficile pour les éditeurs de réunir de la data? Alors, c'est une excellente question. Il faut commencer par là. Avant de parler de business intelligence, il faut d'abord avoir réuni des données fiables. Et c'est extrêmement difficile pour les éditeurs parce qu'aujourd'hui, la donnée, elle est éparpillée dans de multiples outils. Pour la mesure d'audience, généralement, les éditeurs font appel à une solution de type Google Analytics. Ils vont mesurer leur nombre de pages vues, vérifier un peu l'efficacité de leur SEO, de leur acquisition d'audience. Et de l'autre côté monétisation publicitaire, on va avoir d'autres outils comme l'ad server, comme les partenaires programmatiques, les SSP, éventuellement des plateformes d'affiliation, des tags tiers pour des corners vidéo ou des habillages. Et bon, tout ce monde-là va produire de la donnée et c'est extrêmement compliqué de rassembler, d'agréger l'ensemble des éléments. De réunir un revenu en face d'un contenu. Donc ça, c'est la première problématique. Et ça demande du temps, d'aller chercher la donnée là où on l'a et de l'agréger pour pouvoir ensuite vraiment faire de la business intelligence, qui est de l'analyse et de la prise de décision qui se fonde sur l'analyse de ces données. Merci Magali. Alors Aude, à l'instant, Magali nous a parlé de cette donnée éparpillée, de ces données éparpillées un peu partout. De ton point de vue, chez InVibes et de ton observation aussi personnelle, pourquoi c'est si difficile pour les éditeurs de réunir de la data ? Alors déjà, par business intelligence, on entend forcément technologie. La technologie, elle est au cœur de la stratégie d'InVibes depuis le lancement. InVibes a été lancé en 2011 par une équipe d'ingénieurs. Nicolas Paulet, que je salue. Salut Nicolas. A été le seul, donc l'un des cofondateurs, a été le seul non-développeur durant les 2 premières années. Donc oui, l'intelligence algorithmique, elle est clairement au cœur de la stratégie d'InVibes. On est arrivé sur les sujets de la data, du big data, il y a quelques années, avec l'acquisition en 2019 à 51% de ML Touro, un spécialiste de l'intelligence artificielle, qui illustre clairement cette volonté de pousser, d'aller plus loin sur les sujets de la data.
Et aujourd'hui, cette brique consulting en intelligence artificielle nous permet d'améliorer l'efficacité de nos campagnes marketing. Merci Aude. Nicolas, de ton point de vue, pourquoi c'est difficile pour les éditeurs de réunir de la data ? Alors déjà, la donnée, aujourd'hui, elle est omniprésente et elle est indispensable dans le process décisionnel d'un éditeur. Les deux principales difficultés, c'est comme l'a dit Magali, la première difficulté, c'est la collecte. La donnée relative à notre audience, la donnée qui va être relative à notre site, notre média. Ça peut être le temps de chargement de nos pages, ça peut être la visibilité des différents emplacements publicitaires qu'on va proposer et donc qui va être relatif à l'expérience qu'on va proposer à notre audience. Ça peut être également la donnée relative à tous nos partenaires qui est extrêmement difficile à agréger parce qu'ils ont chacun leur plateforme et donc ça demande beaucoup de travail côté éditeur. Et puis, au bout de la chaîne, évidemment, il va y avoir la donnée monétaire sur nos CPM, nos RPM pages, évidemment nos revenus, également l'analyse de nos invendus qui est très importante. Donc ça, c'est le premier point, la première difficulté rencontrée par les éditeurs. La deuxième difficulté, ça va être comment on analyse cette donnée. Une fois qu'on l'a collectée, data analyst, c'est un vrai métier aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué, c'est passionnant certes, mais ça peut devenir très chronophage, si on n'a pas cette expertise. Donc là, il n'y a pas 36 solutions pour un éditeur. Soit on se structure en interne, on décide de monter une cellule vraiment dédiée à ça, avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte en termes de temps, de coût. Soit on décide de s'entourer. C'est le choix qu'on a fait chez Slate, en se faisant accompagner notamment par Opti Digital. Merci Nicolas. Alors justement, tu viens de parler d'accompagnement, mais être accompagné pour mettre en œuvre notamment ce pilotage de la donnée. Et en fait, ma question, Magali, c'est quels outils peut-on mettre en œuvre pour piloter cette donnée que tu disais éparpillée et qui est une réalité et que Aude nous a évoqué à travers l'exploitation des algorithmes pour pouvoir un petit peu s'y retrouver. Et à l'instant, Nicolas nous a évoqué le fait qu'il fallait s'organiser et être accompagné. Et justement, dans cet accompagnement, tu les accompagnes sur quel type d'outils ? Tout à fait. Alors en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement d'aller chercher les données de manière la plus automatisée possible. Donc, il existe des systèmes d'API où on peut aller récupérer les données, si possible tous les jours, auprès des différents acteurs. Et puis ensuite, il faut les visualiser et les rendre faciles d'accès. On utilise des outils de data visualisation. Il en existe plein. Et l'important, c'est que cet outil-là, ils réunissent toutes les informations qui vont nous aider dans la prise de décision, que ce soit de la décision sur le layout du site, sur quel partenaire connecter à notre inventaire, sur un certain nombre de KPI, les réunir dans un outil de data visualisation et partager cette information avec toute l'équipe, l'équipe rédactionnelle, l'équipe de la régie, pour que chacun travaille dans la même direction et essaie d'améliorer ses indicateurs et puisse prendre des décisions ensemble. Se dire, je me rends compte qu'il faut que je prenne telle action pour améliorer mes revenus. Et donc, on en décide collectivement et on prend la décision. Et c'est vraiment la première phase, quoi. Automatiser la collecte, la rendre accessible et facile d'accès. Et des fois, c'est pas facile parce que on se retrouve avec des données d'une plateforme qui arrive avec un nommage particulier. Et il faut que tous les éléments communs s'appellent de la même manière. Donc, il y a un travail de normalisation aussi de ces données pour pouvoir dire, les emplacements, ils s'appellent toujours emplacement partout sur toutes mes plateformes. Et dans mon rapport, ça s'appellera emplacement. Et ce, pour toutes les dimensions. Ce que je retiens dans ce que tu viens d'évoquer, tu viens à l'instant de parler de normalisation, mais cette normalisation, elle fait appel à une certaine automatisation aussi des informations que l'on reçoit. Mais de mon point de vue aussi, il y a quand même un point très important, c'est la notion de collaboration. Donc une dimension humaine qui est très très importante.
Et justement, cette dimension humaine, elle est très chère à InVibes et Aude, justement, puisque tu les représentes, c'est quoi les outils qu'on peut mettre en œuvre pour justement piloter cette donnée ou au centre duquel, j'allais dire, l'humain est quand même assez important? Alors, chez InVibes, il faut savoir que l'on développe tout en interne. Donc, nos outils, ça va être notre propre plateforme technologique interne. C'est une plateforme en temps réel qui va analyser en 15 millisecondes plus d'une cinquantaine de critères pour savoir quelle publicité doit s'afficher. Alors, pour vous donner quelques exemples, donc je schématise, mais en gros, on a 5 piliers principaux chez InVibes. La connexion, le contexte, l'utilisateur, la session utilisateur et la partie créative. Pour tout ce qui est connexion, on va exclure par défaut les connexions de mauvaise qualité ou de plus faible qualité. Et c'est l'analyse justement que nous donne la plateforme qui va nous donner et nous aider à identifier et à exclure le trafic provenant de l'international, les robots, les anciens devices et navigateurs et pourquoi pas les pages enregistrant donc des problèmes de latence. Donc tout ceci, c'est via la plateforme que l'on arrive à enregistrer ce type d'informations pour évidemment optimiser au mieux et obtenir les meilleurs résultats. Donc on est au cœur du rôle de la business intelligence, c'est-à-dire faire de l'analyse de manière automatisée, le sujet dont on parlait tout à l'heure, et de cette manière-là en tirer le meilleur pour pouvoir assurer l'efficacité des plans publicitaires. Tout à fait. Merci Aude. De ton point de vue, Nicolas, quels sont les outils que tu peux mettre en œuvre pour piloter la donnée, sachant que la notion de collaboration est quand même aussi au cœur du sujet? Oui, nous, l'outil majeur qui nous a séduit, notamment dans la collaboration qu'on a avec Opti Digital, c'est le dashboard qui est totalement adaptable et modulable aux besoins de l'éditeur. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, on est à même de collecter énormément d'informations sur tout ce dont j'ai parlé sur la première question, qui vont nous aider à prendre des décisions rapides, parfois à court terme, parfois à moyen terme, parfois à plus long terme, mais qui vont nous donner une vision globale à chacun des membres de l'équipe chez Slate, en fonction des objectifs que chaque membre s'est fixé. Donc ça, c'est la première chose et le premier outil qui est hyper important. Après, on peut avoir le meilleur dashboard du monde. Si on n'a pas la compétence analytique derrière, ça reste très compliqué. Et en ça, on a également une consultante qui travaille avec nous au quotidien et qui connaît nos inventaires, peut-être certainement même mieux que nous, et qui nous aide et nous challenge. Mais chacun son métier en même temps. Exactement. J'estime qu'on ne les connaît pas trop mal quand même, mais très, très sincèrement, il faut se discipliner et c'est une veille au quotidien, c'est un vrai boulot. Et puis c'est surtout une vraie expertise analytique pour pouvoir nous challenger et nous aider à mettre en place des nouvelles choses et prendre des décisions. Alors tu parles justement d'essayer des nouvelles choses et une sorte d'apprentissage presque quotidien. D'où ma troisième question. Au quotidien, justement, ça sert à quoi cette donnée? Comment on utilise cette fameuse donnée? Tu as commencé à nous expliquer que tu étais accompagné par rapport à ça, mais de ton point de vue, Magali, puisque tu as eu un outil, mais également des consultants, et tout comme chez InVibes également, il y a un outil et également des consultants qui accompagnent au quotidien les éditeurs pour cette monétisation média. Comment ça se passe donc au quotidien en termes de prise de décision via vos technologies? Ouais. Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Aude de InVibes. Ce qui est intéressant, c'est que notre secteur, il a une complexité. Il y a des niveaux d'enchères à différents niveaux. Il y a les KPI qui sont analysés par les acheteurs. Il y a les KPI qui sont analysés par par des machines qui sont les SSP, et puis après il y a les KPI, on va dire, des éditeurs en phase finale. Donc toute cette business intelligence, elle est à plusieurs niveaux, et chaque maillon de la chaîne, je pense, doit vraiment s'appuyer sur la donnée aujourd'hui. C'est indispensable pour piloter son activité. Côté éditeur, nous, sur la prise de décision, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le troubleshooting.
quand on commence à accompagner un éditeur, la première chose qu'on fait, c'est vérifier que les volumes d'affichage publicitaire, les volumes d'impression sont cohérents par rapport au volume de visites sur le site. Et ça permet assez rapidement déjà d'identifier des problèmes potentiels où on n'a pas mis les tags publicitaires sur telle page, ou on a quelque chose qui est anormalement élevé. Et donc là, il y a peut-être quelque chose... le diable se cache dans les détails, on va pourchasser le diable. Alors complètement, mais complètement. Nous, au quotidien, c'est ce qu'on fait. On est les premiers, on va dire, consommateurs de données de tous ces tableaux de bord qu'on construit. C'est se dire, on connaît les indicateurs, les mécaniques qui permettent d'améliorer la rentabilité d'un site, que ce soit sur plutôt la côté pression publicitaire, le volume d'affichage publicitaire par visite qu'on souhaite appliquer, ou plutôt sur le côté ECPM, comment est-ce que je peux augmenter la rentabilité de chaque affichage publicitaire. Et là, ça passe par une augmentation du taux de visibilité. C'est l'un on a quelques KPI comme ça qu'on suit de manière très très précise, très granulaire, par device, par page, par remplacement. Et c'est vraiment important, parce que God is in the details, c'est d'aller voir au niveau même de l'emplacement quel est donc le taux de visibilité, quel est le niveau de compétition qui est imposé par nos partenaires qui sont connectés en header bidding, quel est le niveau de consentement à la publicité personnalisée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et alors, c'est surtout ça qui est important, c'est très bien d'analyser les données, mais arriver à faire le pont. C'est-à-dire, je m'extrais des données, je vais sur le site et je vais essayer de comprendre ce que j'ai lu dans les données, comment ça s'explique. La notion quelle est d'interprétation. Quelle est l'expérience utilisateur? Je donne un exemple très, très simple. Souvent, on se rend compte qu'on a un emplacement qui n'a pas un très bon taux de visibilité quelque part. Même si on met en place un certain nombre de technos comme du lazy loading pour améliorer cette visibilité. L'important, c'est d'aller voir sur le site et de reproduire l'expérience internaute et de se dire, effectivement, cet emplacement, il n'est pas à côté du contenu qui est en train d'être lu, consommé par l'internaute. Il est peut-être trop bas, auquel cas, il faut que je le charge en chargement tardif, en prenant plus mon temps quelque part, ou il faut en fait changer mon layout, remonter cet emplacement là où il aura un bon taux de visibilité et où ce sera bénéfique pour l'éditeur, mais aussi pour le SSP ou le partenaire comme InVibes qui est intermédiaire, et pour l'annonceur qui, lui, cherche à avoir un bon taux de visibilité, à avoir un bon taux de clic et à avoir un taux de transfo intéressant. Merci Magali. Ce que je comprends, c'est que c'est le moyen d'interpréter et d'anticiper une potentielle efficacité, que ce soit en termes de temps de chargement, en termes de lecture et bien sûr en termes d'efficacité marketing et publicitaire. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que c'est important d'avoir certaines vues, et donc notamment d'avoir la vue finale. Quel est notre objectif final? Quel est le RPM page, donc le revenu pour 1000 pages vues qu'on obtient et effectivement, après, on peut aller même beaucoup plus loin selon le consentement qui a été donné dans la CMP et puis selon un certain nombre de critères. Merci Magali. Alors Aude, chez InVibes, utiliser la donnée pour quel type de décision au quotidien, de ton point de vue? Alors, depuis le lancement, chez InVibes, on utilise cette donnée pour assurer et proposer un ciblage basé sur le contexte et l'environnement. Depuis 2 ans, on travaille sur un projet de ciblage portant sur l'utilisateur. C'est la création de l'InVibes ID Network. L'objectif de ce nouveau network est clairement d'apporter une alternative aux cookies tiers qui, comme vous le savez, sont amenés à disparaître début 2022. La synchronisation des données va se faire à partir d'un mail haché lorsqu'on aura le consentement de l'utilisateur. Donc on est clairement sur une solution en totale conformité avec le RGPD. L'idée étant évidemment de faire en sorte que les annonceurs puissent continuer à diffuser de la publicité ciblée au sein de notre plateforme. Donc c'est la création d'un identifiant propre à InVibes, oui, mais basé sur une identification de l'utilisateur via un email. Exactement. D'accord. Le mail est collecté haché. D'accord. Et alors, pour vous donner un peu plus d'explications, concrètement, comment ça marche? Donc, d'un côté, vous savez, nous avons nos partenaires éditeurs qui vont nous transmettre justement ce mail haché.
C'est effectif, c'est en place avec le groupe Planète. Nous sommes en cours d'intégration avec Prisma. Et de l'autre côté, nous avons des accords avec des data providers. On travaille avec Nielsen, avec Sirdata. Et nous signons également des partenariats data avec des sites riches en audience loguée. D'accord. Partenariat portant uniquement sur de la donnée déclarative pour louer cette data consommateur et tout cela en mode anonymisé. D'accord. Donc concrètement aujourd'hui, chez InVibes, on va proposer à la fois un ciblage basé sur le contexte, mais finalement c'est le ciblage historique d'InVibes, ça fait 10 ans qu'on le fait, plus un ciblage qui vient se rajouter, un ciblage basé sur l'utilisateur. Merci Aude. De ton point de vue sur ce que vient de dire Aude autour de l'identifiant notamment, et ce que nous a dit tout à l'heure Magali, notamment en termes, j'allais dire, d'exploitation des informations pour être beaucoup plus efficace dans les prises de décision et l'évolution, j'allais dire, opérationnelle du site et même commerciale. Comment toi aujourd'hui au quotidien tu utilises la donnée? Alors, la première chose, déjà, c'est si on veut bien exploiter la donnée au quotidien, il faut se discipliner. Donc, ça passe par tous les matins analyser les résultats de la veille, regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et se poser les questions de pourquoi, comment. Magali parlait de KPIs éditeurs. Évidemment, il y a des KPIs publicitaires, comme les taux de visibilité dont tu parlais, sur lesquels on a effectué d'ailleurs chez Slate un gros boulot pour être aujourd'hui à plus de 80% de taux de visibilité moyen sur l'ensemble de nos espaces, nos positions publicitaires. Il y a également des KPIs éditeurs qui sont plus en rapport avec l'éditorial. On va se rendre compte qu'on va avoir des comportements d'audience sur certains sujets qui vont être plus forts à certaines périodes, et donc on va pouvoir mettre l'accent sur ces sujets-là. Et en soi, si on arrive à se discipliner et à s'imposer ça tous les jours, les prises de décision au quotidien, elles sont relativement simples à prendre, parce que grâce à tous ces outils, justement, on va pouvoir mettre en place des choses qui vont nous permettre d'optimiser les revenus. Merci Nicolas. On en arrive déjà à notre dernière question qui veut parler du long terme. On a parlé des prises de décision, j'allais dire au quotidien, à court terme. C'est comment, cette fois-ci, c'est comment on peut utiliser la donnée pour les décisions à moyen et long terme. Et Dieu sait que c'est très compliqué en publicité digitale et programmatique en particulier, parce qu'on est plutôt sur un business de l'instant présent, si je puis m'exprimer ainsi. Mais comment on peut quand même prendre des décisions à moyen long terme, et autour de ça aussi, c'est quoi l'avenir de la BI, la business intelligence dans la monétisation des médias, Magali? Oui. Alors en fait, moi, ce qui me semble intéressant, c'est d'associer autant que possible la donnée à des solutions qui nous permettent de faire des tests. Faire des tests AB, AB test. En temps réel, oui, des AB tests en temps réel, c'est-à-dire pour éviter tous les biais de j'essaye ça pendant un mois et puis le mois prochain je vais essayer autre chose. Le problème c'est qu'il y a une saisonnalité, parfois il y a une campagne qui va brouiller l'analyse, et c'est très difficile de prendre des décisions dans ces cas-là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on associe vraiment la business intelligence à une solution de test AB qui nous permet d'isoler de manière totalement aléatoire un pourcentage des visites et de leur afficher une configuration qui sera différente. Ça peut être de tester, alors valider peut-être une intuition. On se dit, tiens, on m'a parlé en bien de tel partenaire publicitaire programmatique, j'ai envie de le tester dans mon environnement. Je vais le connecter, mais comme je ne veux pas prendre de risques et comme je veux voir vraiment quelle est sa valeur ajoutée, c'est ça qui est important, je vais le mettre en place sur un groupe de tests, donc ça limite les risques également, et je vais voir si réellement mes indicateurs vont dans la bonne direction. Est-ce que ça augmente mon revenu pour 1000 pages vues, ou est-ce que finalement j'avais déjà cette demande annonceur via d'autres partenaires? Et donc, dans ce cas-là, ça va juste rajouter de la latence. Donc, c'est vraiment ce genre d'outils qui vont nous permettre de prendre des décisions qui finalement sont des décisions stratégiques. Donc, je disais cet exemple-là, mais après, il faut être créatif. Des tests AB, on peut en faire. Et on a beaucoup d'idées, que ce soit sur les rafraîchissements, que ce soit sur des layouts, que ce soit sur des emplacements, des tailles. Voilà. Et après,
plutôt on va dire, à l'avenir que je vois, moi, à long terme, c'est comment est-ce qu'on peut rassembler ces données monétaires, publicitaires, avec le contenu éditorial du site. Donc, allier business et contenu. Voilà, ouais. Donc, essayer d'avoir vraiment... Donc, un outil qui ne serait plus à destination de la régie publicitaire, mais à l'ensemble de la rédaction. Oui. Et on va dire une combinaison entre les deux, d'ailleurs. L'ensemble du média. Exactement. À l'ensemble du média, oui. Par exemple, quelque chose dont on se rend compte, c'est que quand on arrive à rapprocher les données de revenus publicitaires de données d'éditorial, souvent sur un média online, on va avoir des dossiers, des sujets qui sont plutôt des sujets d'analyse, de contenu froid, qui vont progressivement monter en audience grâce au travail de SEO et se prolonger dans le temps. Et qui vont donc générer du chiffre d'affaires, mais progressivement. Et puis, inversement, des données qui sont des données, l'information chaude à l'instant T, il vient de se passer un événement important, on la traite tout de suite, on a un pic d'audience, donc on a un pic de revenus, mais potentiellement, ce contenu va s'essouffler très vite. Et donc, pouvoir se dire un petit peu, est-ce qu'il vaut mieux que j'écrive plus de dossiers ou plus de sujets d'actu. Voilà. Ça peut être ce genre d'analyse. Et si tout le monde y a accès, que c'est compréhensible, qu'on a suffisamment travaillé la donnée pour pouvoir l'interpréter facilement, ça va vraiment aider le média à long terme. Et après, sur l'acquisition, c'est intéressant aussi de se dire comment je peux rapprocher mes revenus publicitaires pour piloter mieux mes sources d'acquisition d'audience. Généralement, la majorité des sites éditos avec lesquels on travaille, ils ont une grande majorité de leur revenu qui vient, de leur audience, qui vient de référencement naturel. Mais parfois, ils font aussi un travail d'acquisition. Alors, c'est déjà un travail d'acquisition, je ne veux pas du tout minimiser, au contraire, c'est un travail de dingue de c'est générer... C'est pas de l'acquisition payante d'une certaine manière. Oui, mais c'est payant parce qu'il faut une équipe et il faut y travailler dur. C'est clair, c'est pas du paiement direct. Mais on peut aussi avoir des cas de médias qui vont, eux, faire de l'acquisition payante. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, je fais de l'acquisition sur, Instagram, par exemple, mais je veux savoir combien me rapporte une visite qui vient d'Instagram. Et éventuellement aussi avoir une prise de décision à ce niveau-là, se dire, je me rends compte que lorsque l'internaute vient de la source A, il est peut-être beaucoup moins rentable et beaucoup moins fidèle que lorsque c'est un lecteur qui revient, qui est un recurrent visitor. Et donc, celui-ci, je vais peut-être lui afficher un peu plus de pression publicitaire, alors que celui qui est fidèle, qui vient via la newsletter, je vais en prendre soin. Je vais lui assurer une expérience utilisateur qui sera peut-être plus agréable, avec un peu moins d'espace publicitaire. Ce que je comprends donc, Magali, c'est que l'avenir, sans doute, de la BI n'est pas simplement uniquement business et publicitaire. Il est également éditorial potentiellement. En tout cas, l'exploitation à des fins éditoriales peut avoir aussi indirectement des répercussions sur le point business. Éditorial, marketing, et puis c'est vraiment stratégique, quoi. Merci Magali. Aude, dernière question. Comment on peut utiliser la donnée pour des décisions à moyen et long terme, et surtout, de ton point de vue, comment la BI va évoluer à l'avenir ? Alors, en plus du contexte et de l'environnement, notre stratégie data orientée sur le user nous permet d'obtenir de meilleurs résultats. Donc chez InVibes, je pense que on fait tout en interne, on est sur un modèle intégré. On ne veut dépendre de personne, que ce soit sur les sujets d'ad serving, de ciblage, de data, de format. Et donc notre technologie nous permet d'obtenir de très bonnes performances. Donc via cette techno, on va pouvoir battre justement des campagnes de plus faible qualité, on va battre les autres éditeurs, ce qui va nous permettre de mieux valoriser les inventaires des éditeurs partenaires. Merci Aude. Justement, puisque tu parles d'éditeurs partenaires, on va donner le mot de la fin à un éditeur. Nicolas, c'est quoi, de ton point de vue, en termes d'usage, l'utilisation de la donnée à moyen long terme, et surtout l'avenir de la BI dans le cadre de ton activité, de la business intelligence? Alors, à moyen long terme, pour nos prises de décision, nous on fait régulièrement des tests AB sur plein de choses différentes, mais on essaye de s'imposer, de faire des tests, au moins 1 ou 2 tests par mois, sur des nouvelles solutions, sur une période donnée et une partie de notre audience donnée. Et puis, en fonction des résultats qu'on obtient, on va prendre telle ou telle décision.
Sur l'avenir, Aude parlait d'ID, effectivement, il y a cette notion de comment je valorise les différents profils qui viennent consulter mon média. Donc, effectivement, le lecteur qui va atterrir sur Slate une fois sur une période de 6 mois parce qu'il a eu une notification Google News, je ne vais pas le valoriser de la même façon que celui qui vient tous les jours, qui lit 3 articles, qui écoute un podcast et qui est abonné à la newsletter. Donc ça, c'est un deuxième point qui est capital. La mesure de l'engagement de l'internaute qui va décider de sa valeur aux yeux de l'éditeur, mais surtout des annonceurs extérieurs. Et là-dessus, il y a un vrai chantier et il y a plein de choses à améliorer sur la monétisation de ces profils-là. Et puis après, ce qui est hyper important pour les éditeurs, et ce qui est même capital, compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer notamment les éditeurs digitaux de l'information, c'est de se diversifier et de se réinventer au quotidien. Si je prends l'exemple de Slate, en 2015, Slate a décidé de prendre le virage du podcast. Alors en 2015, le podcast, pas grand monde en parlait. Depuis 2 ans, c'est un choix qui a été payant parce que c'est un support et un canal qui cartonne. On a lancé il y a 2 mois notre plateforme d'écoute qui s'appelle Slate Audio, et que je vous invite à aller consulter, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les podcasts, les productions Slate, mais également des recommandations éditoriales de podcasts, de producteurs tiers. Et ça donne des perspectives de monétisation qui sont incroyables pour nous, puisqu'aujourd'hui on est sur une courbe verte avec des investissements sur l'audio digital qui sont en très forte croissance. Merci Nicolas. Merci Aude, ça m'a fait plaisir de te revoir après beaucoup d'années. Enfin, ceux qui nous connaissent le sauront. Merci Michel. Merci également Magali pour ta participation. Merci, et pour Michel. le soutien également pour The Programmatic Society. Et je termine juste avec ceci. Tu sais pourquoi je sors mes baskets ? Oui. Vas-y, tu peux nous en dire quelques mots très rapidement. J'en dis quelques mots très rapidement. On a décidé d'organiser un challenge sportif qui aura lieu du 1er au 30 juin. L'idée étant de nous réunir en tant que secteur de la publicité digitale avec nos employés aussi, avec nos clients autour d'un sujet un peu plus joyeux que ce Covid, et donc de pouvoir partager ensemble un challenge sportif, que ce soit à la marche, à la course à pied ou à vélo. L'idée étant de cumuler ensemble des kilomètres et puis de le faire pour une bonne cause, parce que ça donnera lieu à une donation à la fin. Pour quelle association ? Alors, c'est pour l'association Sea Shepherd qui protège les océans. Et donc, voilà. Et donc, surtout, n'hésitez pas, inscrivez-vous. On vous en dira très vite un peu plus avec nos partenaires médias, donc The Programmatic Society et RateCard. Et on espère qu'on sera nombreux à chausser nos baskets. Du 1er au 30 juin. Merci Magali. À nouveau, merci Aude. Et à nouveau, merci Nicolas. Nous avoir éclairé sur la monétisation média pilotée par la BI, donc la Business Intelligence, BI pour les intimes, que nous sommes aujourd'hui grâce à vous. Merci, à bientôt. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la business intelligence au service de la monétisation média. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus6, OptiDigital, Smile Wanted et Xander pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, RateCard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.